Ok, bah super, on va démarrer. On se retrouve pour le deuxième live du coup aujourd'hui du programme Parentalité à 365 degrés. Un petit récap du premier live. Dans le premier live, ce qu'on a vu, c'est l'importance de comprendre les besoins de l'enfant. Ce qu'on a vu, c'est que derrière le comportement se cache un besoin, se cache le besoin de l'enfant et en général se cache un besoin non rempli pour l'enfant. Et ce qu'on a vu aussi, qui est extrêmement important de comprendre, c'est que derrière le besoin se cache véritablement le développement de l'enfant. C'est pas juste comme ça. Il y a une raison, il y a quelque chose qui bouge l'enfant à avoir ce besoin, c'est la biologie, c'est le développement de l'enfant. Euh, on a vu, enfin, je vous ai donné la liste de l'ensemble des besoins d'un être humain qui concerne aussi les enfants, qui concerne aussi les adultes. Et on a parlé plus spécifiquement des besoins justement spécifiques à l'enfant. On a vu les trois premiers, donc le besoin de sommeil, le besoin de s'alimenter et le besoin de sécurité. Aujourd'hui, on va voir deux autres besoins, le besoin de mouvement et le besoin d'expérience. Donc c'est pareil, s'il y a des questions, pour les personnes en live, on peut les faire en live. Pour les personnes qui sont en replay, c'est dans le groupe Facebook que vous pouvez les poser et on y répondra le dernier jour ou alors dans le live suivant. Voilà. Donc on va commencer avec le besoin de mouvement. OK. Comprendre le besoin de mouvement, c'est important parce que on le voit au quotidien, en tant que maman, on le voit, on ne peut pas y échapper. Les enfants ont besoin de mouvement. Ils ont besoin ils ont besoin de jouer, ils ont besoin de sauter, ils ont besoin de grimper, ils ont besoin de marcher, ils ont besoin de courir. On le voit, ils n'ont pas du tout la même énergie que nous. Et il y a un véritable besoin corporel chez l'enfant qui s'exprime justement d'exprimer toute cette énergie à travers le corps et de se construire aussi à travers le corps parce qu'ils sont en train de construire leur équilibre, ils sont en train de construire justement leur masse musculaire, ils sont en train de construire aussi leur compréhension de leur propre corps, du fonctionnement, de la précision. Il y a énormément de choses justement qui se font à travers le corps. Vraiment, j'insiste, regardez justement comment votre enfant bouge, comment il est avec son corps. Le rapport au corps chez l'enfant n'est pas du tout le même que le rapport au corps chez l'adulte. Et on le voit aussi, c'est que les enfants sont très expressifs. Ils expriment à travers le corps. La joie est exprimée à travers le mouvement, à travers leurs gestes. Le plaisir aussi, la tristesse, la colère, tout est exprimé à travers le corps. Il n'y a vraiment pas la même relation que nous, on a adultes. Pas du tout. Et il y a un autre point aussi à comprendre par rapport au corps, c'est que le mouvement est un facteur quand même assez important, même très important dans l'apprentissage. Il a été montré par les neurosciences et par plein d'études que le mouvement, justement, favorise l'apprentissage. Il favorise l'apprentissage parce que les zones qui sont justement responsables du mouvement, donc de la coordination, de se guider, de se repérer dans l'espace, ces mêmes zones sont les zones qui sont appelées aussi dans les apprentissages cognitifs, dans la rationalisation, dans le raisonnement, etc. Donc, ce sont les mêmes zones. En fait, quand l'enfant est en mouvement, quand il est dans le mouvement, il est en train de travailler les mêmes zones. Et en plus, quand l'enfant est en mouvement, ça permet d'apporter plus de sang et plus de nourriture, du coup, à travers le sang au cerveau. Donc, c'est important de comprendre ça parce que des fois, on se focalise justement sur les apprentissages en empêchant les enfants de bouger, alors que les deux vont ensemble. Le mouvement et l'apprentissage vont ensemble. Et il y a de plus en plus d'écoles justement qui intègrent ça, qui font véritablement de l'apprentissage à travers le mouvement. Si les comptines, voilà, c'est mimer, c'est jouer. Si on est en train de chanter en même temps qu'on est en train de bouger, c'est pas par hasard.
il y a une véritable raison. C'est parce que pour l'enfant, c'est parlant. Et j'avais envie justement de vous mettre là une citation de Héloïse Junet par rapport au mouvement, parce que je pense que c'est très parlant et que ça va vous parler aussi. Donc on va la lire ensemble. Pour aiguiser son sens de l'équilibre et peaufiner ses fonctions motrices, un enfant a besoin de confronter son corps à des situations parfois périlleuses, qui lui demanderont de lever la jambe plus haute, de tendre le bras plus loin pour trouver un appui, de chercher davantage son équilibre. Pour couronner le tout, le manque de maturité de son cortex préfrontal ne lui permet pas de freiner ou d'inhiber ses impulsions. L'enfant est littéralement dans l'agir et l'instant présent. En brimant l'exploration spontanée d'un enfant par des interdits, ce n'est pas juste l'enfant que l'on freine, mais son intelligence qui est en train de se construire sous nos yeux. Il y a beaucoup de choses qu'elle dit là-dedans et justement, on va décortiquer justement ça. Mais voilà, comprenez vraiment que ce besoin de motricité, c'est plus que juste un besoin de bouger. C'est véritablement la construction de l'enfant qui est en train de se faire à travers ça. Et au même titre que d'apprendre les mathématiques ou le français, bouger a énormément d'importance, surtout durant l'enfance. Ce qui est important de comprendre et qu'elle souligne en fait dans la citation que je vous ai mise avant, donc Héloïse Junet, c'est que empêcher, donc elle a dit que justement empêcher le mouvement, c'est se battre contre l'intelligence de l'enfant. Parce qu'en fait, empêcher le mouvement crée des tensions dans le corps de l'enfant. L'enfant n'a pas le même cerveau que l'adulte. L'enfant a un cerveau immature dans le sens où les connexions neuronales entre les différentes zones cérébrales ne sont pas développées ou aussi développées que chez l'adulte. Ce qu'il faut comprendre, c'est que justement la partie préfrontale, qui est justement cette partie qui est plus dans le raisonnement, dans la logique, dans le fait aussi de rationaliser, le fait de pouvoir retarder les choses, le fait de pouvoir inhiber, contrôler. Cette partie-là, elle entre en relation avec la partie des émotions. Cette construction, en fait, entre ces deux parties, elle commence à 7 ans. Elle commence à 7 ans. Donc, c'est à 7 ans que petit à petit, les choses commencent à se créer. Bon, ça, bien sûr, ça dépend des enfants. On va pas, c'est pas 7 ans pile poil, c'est pas un âge pile poil, mais aux alentours des 7 ans, c'est là où ça commence à se créer. Et ça se fait de manière graduelle tout au long de l'enfance. Parce que justement, l'enfant aussi est accompagné dans ça. On va le voir justement à travers le besoin de soutien émotionnel, on va voir ça plus en profondeur. Mais comprenez du coup que par rapport au mouvement, l'enfant a besoin de mouvement. À partir du moment où on empêche le mouvement, on est en train d'empêcher l'enfant de faire quelque chose sur lequel il n'a pas le contrôle. On est en train de demander à l'enfant de contrôler quelque chose sur lequel il n'a pas de contrôle. C'est comme si on demandait à un bébé qui n'a pas appris à nager, qui n'a pas les capacités de nager, et qu'on le balançait dans la piscine en lui demandant de nager. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Le bébé va juste couler et mourir. Alors, vous allez me dire, dans ce cas-là, c'est pas aussi déterminant, bien sûr, pour l'enfant. Il va pas mourir si on l'empêche de bouger. Mais ça crée énormément de stress, en fait. Ça crée un stress chez l'enfant. C'est pas... Quand on répond pas à un besoin d'un enfant, on crée du stress. C'est-à-dire que l'enfant va pas s'habituer à ce qu'on répond pas à son besoin. Il va juste se dissocier de son besoin. Il va juste avoir énormément de stress en lui et il va juste mettre toute son énergie à gérer justement ce stress. Quand on ne répond pas aux besoins de l'enfant, c'est juste une suradaptabilité qu'on demande à l'enfant. Donc, vraiment, tombez pas dans le piège de
il faut apprendre à l'enfant à travers la frustration, il faut apprendre à l'enfant à travers le stress, il doit être capable de gérer le stress, etc. Non, en fait, ils n'ont pas la capacité de gérer énormément de stress, en tout cas un stress chronique. Bien sûr, l'enfant a les capacités biologiques de gérer un stress ponctuel, mais là, on parle de stress chronique parce que le besoin de mouvement de l'enfant, c'est tout le temps. C'est pas à 18 heures le soir, c'est tout le temps. Et on empêche justement les enfants de bouger pratiquement tout le temps. Donc, dans cette société où l'enfant est énormément contraint par ses mouvements, c'est pas anodin de porter une attention extrêmement particulière à ce besoin de mouvement, même si ça paraît anecdotique. C'est vraiment pour le bien-être des enfants et pour le bien-être des parents. Vous le voyez, les enfants sont beaucoup plus stressés, dans leur comportement, ils sont beaucoup plus irritables, énervés si on ne leur permet pas justement d'avoir ces moments de jeu libre où ils peuvent vraiment tester toutes les limites de leur corps. On doit prendre conscience dans cette société que l'infrastructure que l'on a mis en place ne répond pas aux besoins de l'enfant, que notre quotidien que l'on a mis, que la société a mis en place et que souvent, en tant que parents, on nous pousse à suivre, ne répond pas à ce besoin primordial de l'enfant. L'enfant reste assis à l'école. Il y a les trajets en voiture où c'est assis. Il y a les activités extrascolaires où c'est dirigé. Quand vous regardez le nombre d'heures où un enfant peut bouger véritablement, il y en a très peu en fait sur toute une journée. Donc voilà, si vous êtes parent d'un jeune enfant, et d'autant plus en plus, oui, en plus ça dépend des tempéraments. Il y en a encore, certains enfants ont encore plus besoin de bouger que d'autres. Vous devez prendre conscience de ce besoin et vous devez adapter votre quotidien et votre environnement à ça. Vous devez réfléchir à ça en priorité parce qu'on tombe très souvent dans le piège de faire beaucoup de choses. En tant que parent, on veut faire beaucoup de choses. On veut leur faire aussi beaucoup d'activités. Sauf que alors, pour les parents qui sont en IEF, qui font l'instruction en famille, qui ont la capacité justement d'avoir des journées totalement libres où ce besoin de mouvement est rempli, alors oui, faites des activités extrascolaires, justement, ça va apporter quelque chose, un cadre un peu plus dirigé parce qu'ils vont apprendre justement à suivre des consignes, etc. Encore bien sûr dans un cadre bienveillant, ça va apporter quelque chose. Mais si votre enfant va à l'école où c'est déjà extra dirigé, si il a les bouchons le matin et il passe des heures aussi dans les bouchons avec vous, à ce moment-là, il faut se poser la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup de rajouter des activités où c'est encore dirigé? Et moi, je vous invite plutôt à investir justement dans le jeu libre, à investir justement dans ce mouvement, parce que les enfants en ont énormément besoin et ils vont plus apprendre à travers ça qu'à travers des activités extrascolaires où c'est comme ça et il faut suivre les consignes et ils n'ont pas vraiment à justement tester leurs limites, à diriger par eux-mêmes. Donc, comment répondre aux besoins de l'enfant? J'ai déjà commencé à l'expliquer, le mouvement libre. Le mouvement libre, surtout s'il y a nounou, surtout s'il y a l'école, surtout voilà, s'il y a un cadre dirigé. Planifier des sorties au parc de jeux, bien sûr. Planifier des sorties dans les espaces verts. Et ce que j'insiste en fait sur le mouvement libre. Essayez pas d'être dans la structuration des choses, à vouloir diriger les choses. Laissez-les faire, laissez-les justement exprimer pleinement leur corps et laissez-les justement pleinement répondre à ce besoin de mouvement comme eux, ils le veulent. Et j'ai rajouté quand même une chose, c'est que le besoin de mouvement est quotidien. C'est que la plupart du temps, justement, ce temps au parc de jeux ou ce temps dans les espaces verts, même si c'est 1 heure par jour, en général, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que les enfants ont besoin de plus et c'est pas suffisant aussi parce que
le besoin de mouvement, ça s'arrête pas, c'est pas de 13h à 14h. C'est comme je l'ai dit tout le temps. Et donc, il faut adapter l'environnement justement familial, la maison, par rapport à ça, justement pour permettre aux enfants de bouger tout en vous permettant d'être sûr qu'ils sont dans un cadre sécurisé, d'être sûr aussi, tout en étant OK pour vous. C'est-à-dire que vous êtes sûr qu'ils ne vont pas mettre le bazar partout, qu'ils ne vont pas être en train de toucher des choses qui sont précieuses ou fragiles. Voilà, c'est à nous de mettre un cadre, de créer cet environnement qui va permettre à l'enfant d'avoir ce besoin de mouvement qui peut être rempli à n'importe quel moment. Donc, oui, je disais, le besoin de mouvement se manifeste plusieurs fois par jour, c'est pas un besoin one shot. Voilà. Donc, si vous avez un jardin, si vous avez la chance d'avoir un jardin, si vous pouvez investir dans des structures, alors faites-le. Là, je vous ai mis, voilà, les aires de jeu, je pense que c'est connu. N'hésitez pas à investir là-dedans. Voilà, ça, c'est le... Plus vous avez d'espace, mieux c'est, entre guillemets. Mais je sais aussi que on n'a pas forcément l'espace, on n'a pas forcément le budget aussi pour des aires de jeu comme ça. Il y a des solutions. Il y a des solutions pour des espaces plus petits et il y a des solutions pour des budgets plus petits. Ne vous cantonnez pas à être dans une posture, OK, je ne peux pas avoir ça, donc il n'y a pas moyen de. Non, il y a toujours des solutions et on va les balayer ici. C'est pour ça que je tenais à faire cette section parce qu'il y a toujours des solutions. Donc là, je vous mets par exemple un dôme d'escalade. Vous pouvez mettre un dôme d'escalade si vous avez un jardin. Vous pouvez même le mettre à l'intérieur si vous avez justement l'espace. Et vous avez des choses un peu plus comme ça. Les parcours de slackline, donc des parcours de motricité où justement il y a cette partie équilibre, cette partie où il faut s'accrocher. Là, il vous suffit de 2 arbres. Si vous avez 2 arbres chez vous, c'est bon. Ensuite, à l'intérieur ou à la maison. Alors, il y a quelque chose aussi que je voudrais préciser par rapport à ce besoin de motricité, ce besoin de mouvement et à vouloir le mettre à l'extérieur. Bon, déjà, il y a la problématique de la pluie, du mauvais temps. Forcément, les enfants vont pas forcément y aller longtemps parce que c'est pas forcément agréable d'être à jouer sous la pluie. Il y a des enfants qui aiment et il y en a qui n'aiment pas trop. Donc voilà, c'est à voir en fonction des enfants et peut-être aussi que vous ne voulez pas forcément qu'ils jouent sous la pluie. Mais il y a aussi l'aspect sécurité, le besoin de sécurité. Et on en avait parlé, je vous en avais parlé justement dans le live précédent, dans le live 1, qui est que les enfants, et notamment les jeunes enfants, ont ce besoin de sécurité. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de savoir que le parent est présent, que le parent est à côté, même s'ils font des activités par eux-mêmes, même s'ils font des activités seuls, ils ont besoin de sentir la présence du parent. Ils ont besoin peut-être juste de vous entendre faire la vaisselle, d'entendre la vie qui s'exprime à travers ce que vous êtes en train de faire, mais ils ont besoin d'être avec vous. Donc, il se peut que si vous avez des choses dans le jardin, votre enfant n'aille pas jouer dans le jardin juste pour ça, entre guillemets, juste pour ça. C'est parce qu'il répond encore à un besoin. Donc, pour ces 2 raisons, je vous recommande justement d'investir dans la mise en place d'un environnement à la maison. À cause du mauvais temps et à cause de ce besoin de sécurité, d'autant plus si vous avez des jeunes enfants, d'autant plus si c'est pas forcément une fratrie, parce que quand il y a la fratrie, le plus petit en général accepte d'aller avec le plus grand. Mais voilà. Donc, vous avez plusieurs possibilités en fonction aussi de l'espace que vous avez. Vous avez la possibilité d'investir dans des structures d'escalade. Pareil, il y a plein de solutions. J'ai vu sur Amazon, il y a plein de choses. Donc, les structures d'escalade,
Vous pouvez aussi investir dans des espaliers suédois. J'ai vu ça aussi sur Amazon. Et là, en plus, ce qui est intéressant, c'est que vous avez juste besoin d'un mur. Vous le collez contre un mur dans le salon. Vous mettez un tapis de gym pour la sécurité et c'est bon. Parce que là, vous avez justement, ils peuvent escalader, ils peuvent se suspendre. Voilà, vous pouvez en plus agrémenter, vous pouvez changer pour créer de la nouveauté, pour pas que l'enfant se lasse. Donc, il y a moyen d'avoir un bel espace pour eux juste avec ça. Et il y a j'ai vu plein de formats, plein de différents formats. Donc, c'est à vous de voir aussi, selon l'espace que vous avez. Vous avez aussi d'autres possibilités. Il y a le mur d'escalade intérieur. J'en ai vu dans certaines maisons. Ça se fixe sur le mur à l'intérieur de la maison et ça fonctionne très bien. Vous avez les planches d'équilibre, si vous voulez. Et mon préféré, pour les personnes comme moi qui ont un petit espace, qui n'ont pas de jardin et qui ont un balcon, mais qui ont un balcon en fait où on ne peut pas jouer dessus, c'est le hamac de yoga aérien. Parce qu'avec ça, votre enfant fait absolument tout, pratiquement tout. Ma fille l'utilise pour faire la balançoire, pour se suspendre, pour faire le cochon pendu, pour faire des figures. Vous pouvez absolument, enfin, les enfants peuvent absolument tout faire avec. En plus, les adultes aussi peuvent l'utiliser. À l'origine, c'est pour les adultes. Donc, vous pouvez absolument tout faire avec ça. Et ce que vous pouvez aussi faire à partir du moment où vous avez ce type de structure, une fois que vous avez les attaches qui sont prêtes au plafond, vous pouvez changer. Vous pouvez mettre des échelles comme ça, vous pouvez mettre le trapèze, vous pouvez mettre la balançoire, vous pouvez mettre la corde. En ce moment, on est passé à ça parce qu'elle en avait un peu marre du hamac. Donc voilà, il y a moyen de changer, il y a moyen voilà, d'agrémenter sans avoir à être dans un budget énorme et sans avoir aussi pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'espace, à avoir à sacrifier beaucoup d'espace pour cette partie. Voilà, je vous présente toutes ces solutions parce que pour l'avoir testé personnellement, ça change énormément de choses. Pour l'avoir vu aussi dans des périodes un peu plus compliquées comme le confinement, ça change énormément de choses parce que l'enfant, à partir du moment où il ressent le besoin de bouger, il va là-bas. Il a un endroit où il peut justement aller bouger. Et il va pas forcément aller sauter sur le canapé, sur le lit, ou monter sur la table, ou grimper sur des choses que vous ne voulez pas. Voilà. À partir du moment où vous proposez à l'enfant l'environnement adapté qui répond à son besoin, il va aller vers ça. Et en fait, c'est vrai pour tous les besoins. À partir du moment où vous êtes dans cette posture d'observation du besoin de l'enfant, que vous comprenez ce qui se joue dans ce besoin, que vous comprenez véritablement quel est le besoin de l'enfant qui s'exprime là à travers le comportement, et que vous proposez un environnement qui permet à l'enfant de répondre à ce besoin et qui vous permet vous aussi de gérer le quotidien familial, d'être sûr qu'ils sont en sécurité, la dynamique familiale prend une autre tournure parce que justement, on répond aux besoins de chacun. Voilà. Donc, ça, c'était le besoin de mouvement. Est-ce qu'il y a des questions, rêves déjà par rapport à ça? Non? Ok, parfait. C'était clair alors. Ok, donc on va passer au besoin d'expérience. Le deuxième besoin dont je veux parler aujourd'hui, qui est le besoin d'expérience. Donc, le besoin d'expérience, c'est un besoin auquel on passe tellement à côté parce que je pense que l'on se dit que ce n'est pas forcément critique durant les premières années de l'enfant. Je pense qu'on se dit aussi, OK, il y a le temps, ils pourront faire les choses un peu plus grands et on ne se rend pas forcément compte de l'importance que ça se déroule, que ce besoin d'expérience soit rempli exactement pendant les premières années de l'enfance, donc de 0 à 6 ans.
Et pour comprendre justement en profondeur ce besoin d'expérience que l'enfant va vivre tout au long de sa vie, et plus particulièrement de 0 à 6 ans, il faut comprendre comment le cerveau fonctionne et surtout, il faut comprendre comment se développe le cerveau de la naissance à l'adolescence. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va faire cette petite section où je vais vous expliquer justement comment se développe le cerveau de la naissance à l'adolescence. Donc, dans cette section, je vais m'appuyer sur le travail énorme et hyper intéressant, enfin, hyper pertinent et succinct qu'a fait Céline Alvarez. Alors, peut-être déjà, je vais présenter Céline pour les personnes qui ne la connaissent pas. Céline Alvarez, c'est une femme qui a suivi une formation de professeur des écoles dans un but particulier. Et ce but, du coup, c'était d'amener ses connaissances en neurosciences, et notamment en neurosciences affectives et en neurosciences cognitives à l'école et plus particulièrement à la maternelle. Donc, elle est passionnée des neurosciences, elle est très informée aussi par rapport à la pédagogie Montessori et elle a donc passé ce diplôme de professeur des écoles pour amener ça dans les écoles. Donc, elle a été en ZEP, donc zone d'éducation prioritaire, pour amener ça, pour montrer, pour changer en fait un peu l'école, même beaucoup, pour faire en sorte que, en fait, elle a amené des méthodes, des outils et des jeux qui, justement, allaient soutenir le développement de l'enfant et qui répondaient justement aussi aux besoins de l'enfant. C'est ce qu'on va voir là à travers ce que je vais vous montrer dans les slides, parce que c'est un résumé au niveau justement de ce que Céline Alvarez expose à travers toutes les plateformes sur lesquelles elle est. Et, et donc, elle a amené aussi la pédagogie Montessori parce que la pédagogie Montessori, spécifiquement en plus pour les 3 à 6 ans, dans le matériel est énormément adapté justement pour répondre aux besoins de l'enfant et pour lui permettre de développer ce qu'il a besoin de développer à ce moment-là. Donc, elle a fait cette étude, cette expérience en fait dans une zone éducative prioritaire en France. Elle a donc amené cette pédagogie, elle a amené ce matériel, elle a amené sa posture aussi. Et ce qu'elle a montré, c'est que les enfants qui étaient à ce moment-là dans ces écoles, qui avaient déjà dès la maternelle, enfin en fin de maternelle, du retard par rapport aux autres enfants. Alors, ils ont mesuré que sur le français et les mathématiques, je crois. Mais voilà, déjà sur ces domaines-là, ils ont vu du retard. En un an, je crois, elle a montré la différence. Elle a montré que ces enfants qui étaient en retard avant, après justement avoir euh, eu cette pédagogie qui répond à leurs besoins, n'avaient plus de retard et étaient même en avance par rapport à d'autres enfants dans d'autres écoles publiques de CP, de CE1. Mais, ils avaient déjà en maternelle un niveau pratiquement, fin de maternelle, niveau de CE1. Et à la suite de ça, donc l'expérience ne s'est pas prolongée en France et à la suite de ça, elle a été appelée en Belgique pour accompagner des enseignants à faire la même transition, le même changement dans leurs écoles sur un an. Donc vous avez toutes les vidéos en fait sur YouTube, sur sa chaîne YouTube par rapport à cet accompagnement. Et, et donc à la suite de ces deux parties, ces deux phases de sa vie, ces deux expériences, elle a écrit des livres. Donc après la première expérience, je crois qu'elle a écrit Les lois naturelles de l'enfant. Et après la deuxième expérience, elle a écrit Un an pour tout changer. Voilà. Donc vous allez voir
je vais m'appuyer beaucoup justement sur son travail parce que je trouve ça extrêmement intéressant puisqu'elle s'appuie beaucoup sur les neurosciences. Elle s'appuie aussi beaucoup sur la pédagogie Montessori, mais elle ne s'enferme pas là-dedans. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'elle ne s'enferme pas juste là-dedans. Donc voilà, si vous êtes intéressé de creuser ce sujet justement sur le besoin d'expérience, le développement de l'enfant, je vous recommande d'aller sur son site web. Vraiment, s'il y a une chose à faire, c'est d'aller sur son site web et de lire l'ensemble des pages en fait qu'elle a écrites parce que elle donne beaucoup d'informations très pertinentes et de manière très succincte. C'est-à-dire qu'en quelques pages, vous avez l'ensemble des informations les plus importantes. Même si moi, dans la présentation, je vais vous donner déjà énormément de choses, forcément, vous allez avoir plus de choses par rapport à ça sur son site web. Donc, je vous invite à regarder justement l'ensemble des pages de son site web parce que ce n'est pas long. Et si vous voulez aller plus loin, il y a les vidéos d'accompagnement justement où elle a accompagné les professeurs, donc sur 8 jours qui seront sur YouTube. Donc là, c'est plus long par contre. Mais vous allez avoir le noyau ici, de toute façon, parce que c'est le but. Donc voilà, pour aller plus loin, je disais parcourir son site web, les formations, enfin les vidéos de la formation en Belgique, et bien sûr, vous avez les 2 livres, Les noix naturelles de l'enfant et Un an pour tout changer. Donc, le développement de l'enfant. Donc, ce qu'il est important de comprendre, c'est que tout est déjà là. Et elle donne une phrase très significative pour moi, qui est la suivante. Quand le bébé naît, il a les grands circuits neuronaux que l'on connaît dans le cerveau adulte, qui sont déjà là, mais qui sont immatures. Ils sont là à un état embryonnaire. Et cette métaphore de l'embryon, elle est extrêmement importante parce que c'est important de le voir comme ça, de le reconnaître comme ça. C'est que comme un embryon, tout est déjà là. Un embryon, il a déjà un cœur, il a déjà les pieds, il a déjà tout ce qu'il faut pour devenir un adulte. On n'a rien à lui apporter si ce n'est de la nourriture qui va lui permettre justement de développer d'arriver à maturité en fait, de développer par lui-même les choses pour arriver à maturité. On n'apporte pas une brique dans la maison. Tout est déjà là. C'est par notre posture, par l'environnement, par ce que l'on apporte, par ce que l'on permet à l'enfant de faire, qu'on va justement lui permettre de développer la maturité de ses circuits neuronaux. Donc, à la naissance, on est déjà doté de potentiels sociaux, moteurs, langagiers, sensoriels, du sens du nombre, mais nous ne sommes pas déterminés à les développer. On est prédisposé à cela, mais ce qui fait la différence entre la prédisposition et le développement, c'est l'environnement. Voilà, on est prédisposé à cela, mais ce qui fait la différence entre la prédisposition et le développement, c'est l'environnement. Et de quoi on parle quand on parle d'environnement? Alors, je vais juste boire un truc parce que sinon, je suis encore un peu malade, donc sinon je sens que je vais tousser. Donc, quand on parle d'environnement, on parle d'expérience que l'on va vivre ou que l'on ne va pas pouvoir vivre à travers notre environnement. C'est ça dont on parle. Donc, la première chose qui se passe dans le développement de l'enfant, c'est la partie des connexions neuronales. Donc, l'être humain qui vient de naître commence par emmagasiner les informations du monde extérieur par le canal des sens. Donc, on emmagasine les informations du monde extérieur par le canal des sens, par le canal des sens. C'est pas juste
de l'observation. Il y a tous les sens. C'est à travers tous les sens qu'on va emmagasiner ces informations, qu'on va faire que c'est véritablement des connaissances pour nous. Chaque image, chaque interaction, chaque événement, aussi quotidien soit-il, se fixe dans les fibres de son cerveau en connectant des neurones. Ces connexions de neurones commencent dans le ventre de la mère, puis augmentent de façon extrêmement rapide dès la naissance. On a 700 à 1000 nouvelles connexions par seconde qui se créent pendant les 5 premières années de vie. 700 à 1000 nouvelles connexions par seconde pendant les 5 premières années de la vie. Donc, les premières années de la vie, c'est ça. C'est des connexions, les connexions neuronales qui se créent. Et on emmagasine de l'information par le canal des sens. Tout comme le maçon commence par poser les fondations pour construire une maison, le cerveau humain commence par créer des milliers de connexions pour se structurer. Autrement dit, cette période de grande impressionnabilité cérébrale est fondamentale car elle pose les premières pierres du temple de l'intelligence. Et comme toujours, la nature est bien faite. Au moment où le cerveau a besoin de ce foisonnement de connexions neuronales pour préparer sa structuration, la nature a doté le jeune enfant d'une passion pour l'exploration. Donc c'est hyper important cette phrase parce que elle le dit très bien. Au moment où le cerveau a besoin de ce foisonnement de connexions neuronales, au moment où le cerveau est en train de construire toutes ces connexions, parce que c'est le moment où il faut le faire, la nature a doté le jeune enfant d'une passion pour l'exploration. Donc le besoin d'expérience ne vient pas de nulle part, il est au service du développement de l'enfant et de sa biologie qui est là en fait, qui s'exprime à ce moment-là. C'est la période où cette partie doit s'exprimer. Donc, lorsqu'il touche, attrape, nous appelle, nous étudie, observe le monde avec intensité, son cerveau se construit et il est essentiel que nous, adultes, n'entravions pas systématiquement ce besoin constructeur en le réfrénant par notre confort, pour notre confort ou pour sa sécurité. Les fameux ne touche pas à ça, reste là, assieds-toi, attends-moi, tais-toi. Lorsque nous faisons cela, ce n'est pas l'enfant que nous entravons, mais l'intelligence en train de se construire. Permettons donc à l'intelligence d'explorer et de réaliser des milliards de connexions. Voilà, le besoin d'expérience que l'on connaît chez l'enfant qui est « je veux faire » et qui veut explorer plein de choses et en fait au service vraiment de sa biologie du moment, qui est le foisonnement de connexions neuronales qui est là en fait. C'est pas, ça va pas se faire plus tard. C'est pendant ces âges-là que ça se fait. Le cerveau humain, privé du monde au moment où il devrait s'en nourrir, ne se développe pas correctement. Il n'atteint même pas un volume normal. Ça a été montré par des études en fait d'enfants qui étaient dans des orphelinats ou d'enfants dans des situations particulières où justement ils ne pouvaient pas avoir ce besoin d'expérience rempli, ou en tout cas très peu rempli. On a vu, bon, les neurosciences le montrent déjà, mais on a vu véritablement que même au niveau de la taille du cerveau, ce n'est pas le même. Donc il y a un réel impact. Il y a un réel impact de ce besoin d'expérience sur la structuration du cerveau, sur justement la mise en place de ces connexions, sur même le volume du cerveau. Ce n'est pas quelque chose d'anodin. Donc ça, c'était la première étape, en fait. Donc la première étape, c'est ce foisonnement de connexions neuronales, cette création de connexions neuronales. Et ensuite, on a l'élagage synaptique. Donc c'est l'étape du tri.
Qu'est-ce que ça veut dire élagage synaptique? Elle l'explique très bien. Grandir, c'est passer de 1 million de milliards de synapses à 300 milliards. Bon, 300 milliards, c'est déjà beaucoup, mais on passe de 1 million à 300 milliards. Et les connexions les moins utilisées, qui codent les expériences les moins répétées, vont progressivement s'affaiblir et être éliminées. À l'inverse, les connexions les plus souvent utilisées et qui codent les expériences les plus souvent vécues par l'enfant vont se renforcer. On appelle cela l'élagage synaptique. Donc voilà, on est avec un énorme potentiel et en fonction de notre environnement, on va garder en fait qu'est-ce qui est utile dans cet environnement, qu'est-ce qui est approprié, qu'est-ce qui est utilisé par les autres. On va se spécialiser. Mais attention, dans ces coupes synaptiques, le cerveau ne regarde pas la qualité. Et ça, c'est important de comprendre. Ce n'est pas la qualité qui va faire qu'une connexion reste, c'est la fréquence. Et elle donne un exemple. Si un enfant a été le plus souvent exposé à un vocabulaire très familier, et même si de temps en temps il a pu entendre des personnes s'exprimant avec un langage plus soutenu, le cerveau renforcera la trace des mots qu'il entend le plus souvent, donc le langage familier. Donc, l'enfant ne garde pas, n'est pas capable de déterminer est-ce que ça c'est bien ou c'est pas bien. Il prend en fait tout simplement la façon de fonctionner, ce qui est autour de lui. Il absorbe littéralement l'environnement et la façon d'interagir des gens autour de lui. Donc, on le redit, c'est la fréquence des expériences et non la qualité des expériences qui vont déterminer les connexions qui vont rester. Donc, c'est important de se poser la question, c'est quoi les expériences les plus fréquentes chez un enfant? Eh bien, c'est son quotidien. Et c'est quoi le quotidien chez un enfant? Bah, ça dépend bien sûr de votre dynamique familiale, mais en général, voilà, c'est l'école, la nounou, la maison. Le quotidien avec les parents. Donc, le quotidien d'un enfant, il est vécu dans le quotidien d'un adulte. Et c'est important de le comprendre, c'est que ils vivent notre quotidien. Ils sont embarqués dans notre quotidien. Les enfants sont en contact permanent avec nous. Et elle donne une phrase qui est, pour moi, très parlante. Et qui est certainement la phrase qui montre le plus qu'est la parentalité. C'est ce que nous sommes au quotidien qui va structurer l'enfant. C'est ce que nous sommes au quotidien qui va structurer l'enfant. Tout ce que nous faisons avec lui, devant lui, tout ce qu'il perçoit du monde crée une connexion synaptique. Donc, quand on parle de développer les pleins potentiels de l'enfant, quand on parle de créer un environnement qui permette à l'enfant d'avoir confiance en lui, d'avoir de l'estime pour lui, d'avoir cette résilience, d'avoir cet engagement, voilà, l'audace d'aller vers ses objectifs, de voir la vie d'un bon côté, de voir les challenges et pas forcément des difficultés. Tout ça, tout ce qui, on pense, est déterminant justement dans la vie d'un adulte, on doit se demander en fait si nous, on l'incarne au quotidien. On doit se demander si nous, dans notre posture, dans notre façon de parler aux autres, de leur parler, mais aussi de parler aux autres adultes, dans notre couple, est-ce que notre façon d'interagir avec les problèmes, d'interagir avec la vie, est-ce que notre façon de voir la vie, est-ce que notre façon de faire face à nos échecs, est-ce que tout ça, que nos enfants voient au quotidien, est-ce que à travers notre posture, on est en train de modeler ce que l'on veut réellement pour nos enfants? Est-ce qu'on est en train de modeler nous-mêmes notre plus haut potentiel? C'est la difficulté quand on est embarqué dans un quotidien, quand on a plein de choses à faire, mais c'est quelque chose qui est déterminant et qui fait la différence véritablement dans la parentalité. C'est nous, c'est notre posture.
et pas seulement dans la pédagogie que l'on utilise, pas seulement dans le fait d'utiliser Montessori ou quoi que ce soit, c'est beaucoup plus que ça. C'est toute notre façon d'être en fait. Et donc, il faut oser se regarder dans le miroir. Il faut oser aussi se donner les moyens d'incarner ce que l'on veut véritablement et peut-être être les premiers à incarner justement cette confiance en soi, cette estime de soi, cette résilience, cet engagement. Parce que on peut faire beaucoup de choses, mais si on n'a pas nous-mêmes cette posture au quotidien, comment on peut donner les clés au quotidien justement pour que l'enfant les embrasse aussi? Voilà. Donc notre façon d'agir, notre façon d'interagir et de réagir avec le monde, la vie, les autres, va être absorbée par l'enfant pour le meilleur ou pour le pire. Voilà. Donc si vous êtes défaitiste, si vous vous comportez comme une victime, si vous prenez pas vos responsabilités, voilà, c'est des choses qui sont vues par l'enfant, qui sont intégrées par l'enfant et c'est pas quelque chose justement qui va permettre à l'enfant d'arriver à son plein potentiel parce que c'est pas le nôtre en fait, tout simplement. Donc il faut déjà arriver, faut se donner les moyens d'arriver à son plein potentiel. Oups, j'ai été trop long. Alors, on a vu ça. Donc, je voulais apporter aussi quelques précisions par rapport au développement du cerveau de l'enfant parce qu'on a vu l'étape là de connexion neuronale et on a vu l'étape d'élagage synaptique. Mais tout ne se fait pas, c'est pas toutes les fonctions qui se développent avec l'augmentation du nombre de connexions neuronales puis élagage synaptique, c'est pas tout d'un coup et après élagage synaptique pour tous. En fait, il y a différentes phases. Et je vous ai mis du coup le schéma, le graphique du centre de développement de l'enfant de l'université d'Harvard. Donc Céline Alvarez aussi se base beaucoup sur le travail justement de ce centre parce qu'il est extrêmement réputé. Euh, Justement, c'est un centre qui étudie juste les sciences, le fonctionnement, enfin tout ce qui a un impact sur le développement du cerveau de l'enfant, et même sur le développement en fait de l'enfant, sur ses relations, ses interactions, comment il est, toute la partie affective aussi. Donc voilà, c'est beaucoup basé sur son travail est beaucoup basé là-dessus. Et vous pouvez retrouver sur le site web ce graphique. Et en fait, ce que vous voyez sur ce graphique, alors je vous montre. Donc en ordonnée, c'est le nombre de connexions neuronales. Et en abscisse, vous avez l'âge de l'enfant. Donc de la naissance, birth, jusqu'aux 19 ans. La fenêtre rouge, donc first year, c'est la première année de vie de l'enfant. Donc vous avez en mois et après on passe ici à l'année. Et comme vous le voyez, il n'y a pas tout qui se fait au même moment. Il y a différentes phases en fait qui se font à différents moments. Donc la première année, il y a tout ce qui est vision, audition. Et comme vous voyez, le nombre de connexions neuronales augmente très fortement les premiers mois. Et ensuite, on a cette phase justement où le nombre de connexions diminue. Donc, c'est l'élagage synaptique. Donc, c'est la partie de l'élagage synaptique, c'est-à-dire que le cerveau va garder uniquement les connexions les plus fréquentes. Donc, il fait un tri qui se fait pour arriver après, à terme, au nombre de connexions que l'on connaît chez l'adulte. Donc, c'est d'abord la vision et l'audition. Ensuite, on a le langage. Ce qui est impressionnant, c'est qu'on voit que en fait, le langage se joue la première année. Donc, les premiers mois, il y a une forte augmentation du nombre de connexions. Et ensuite, déjà la première année, il y a ce tri, cette sélection. Et déjà, à la fin de la première année, beaucoup de choses se sont jouées au niveau du langage. Et je vais vous donner une citation après qui est
pertinentes par rapport à ça. Ensuite, vous avez les fonctions exécutives. Alors, ici, ils appellent les fonctions cognitives supérieures. Céline Alvarez les appelle fonctions exécutives. Et vous voyez que elle, par contre, c'est un peu différent. Le nombre de connexions va augmenter jusqu'à 3, 4 ans. Et à partir de 3-4 ans, donc même si le nombre de connexions reste haut et qu'on peut faire plein de choses aussi par rapport à ça, comme elle l'explique aussi dans la formation, ça commence à diminuer déjà à partir de 3-4 ans. On va détailler justement ces fonctions exécutives juste après. Je voulais juste dire par rapport au langage. Le langage se joue vraiment véritablement par rapport à la première année et ce dont on ne se rend pas compte, c'est que le langage, souvent, les enfants l'expriment à 2 ans, 3 ans, mais il s'est passé la majorité du travail en sous-marin pendant la première année, alors qu'on n'était pas du tout là à essayer d'apprendre quoi que ce soit à l'enfant. Il a appris tout seul, juste par l'interaction, alors juste, mais c'est déterminant, par l'interaction justement avec les adultes autour de lui, par le fait de pratiquer justement, d'être immergé dans ce langage. Donc, je vous donne une citation ici de Stanislas Dehaene, je ne sais pas trop comment on prononce son nom, mais qui est psychologue cognitif, qui est aussi un neuroscientifique français, donc qui travaille au Collège de France et qui a du coup beaucoup étudié les mécanismes d'apprentissage, comment ça fonctionne au niveau du cerveau, comment justement les enfants sont capables à un si jeune âge, à 1 an, d'apprendre autant de choses sans qu'on ait à leur apprendre, sans qu'on soit dans une posture où on leur apprend des choses. Donc voilà, vraiment par rapport au cerveau, à l'algorithme qui est utilisé par le cerveau, parce que c'est en fait comme un mini ordinateur, même plus puissant qu'un ordinateur. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ça, si vous voulez vraiment creuser le sujet, vous pouvez aller voir ces livres. Mais je voulais vous donner cette citation parce qu'elle est pertinente et vraiment, ça permet de prendre du recul. Lorsqu'il souffle sa première bougie, il a déjà posé les principales règles de sa langue maternelle. Donc, lorsqu'il souffle sa première bougie, l'enfant, donc lorsqu'il a 1 an, il a déjà posé les principales règles de sa langue maternelle. Et ce, à tous les niveaux, tous les niveaux. Donc, les sons élémentaires, les phonèmes, donc les A, E, I, O, OU, jusqu'à la mélodie, la prosodie, au vocabulaire, donc le lexique mental, et aux règles de grammaire, la syntaxe. C'est-à-dire que la grammaire, quelque chose que l'on n'a pas appris à l'enfant, il la connaît déjà. Intuitivement, à la première année, il la connaît déjà. Il est déjà capable de savoir s'il y a des fautes syntaxiques dans une phrase. Voilà. Et je reviens là-dessus. Et moi, je le vois particulièrement parce que mon mari est d'origine anglaise, donc il parle anglais. Sa langue maternelle est l'anglais. Il ne parle pas, sa langue maternelle n'est pas le français. Et ma fille, du coup, a grandi dans les deux, l'anglais et le français. Et donc, dès que lui fait des fautes de syntaxe en français, ça lui arrive encore maintenant. Et ma fille les détecte tout de suite. Pourtant, je ne lui ai jamais appris la grammaire et elle n'a jamais appris la grammaire à l'école. Mais elle est capable de voir justement qu'il y a une erreur justement dans les phrases, alors qu'on ne lui a jamais appris ça. Donc, il ne faut vraiment pas sous-estimer la capacité, en fait, la capacité d'apprentissage des enfants. Si on regarde maintenant les fonctions exécutives, donc vous avez vu sur le graphique donc les fonctions qui qui se développent déjà dès la première année et qui durent jusqu'à même à 3-4 ans, et à 4 ans, on a l'élagage synaptique. Ces fonctions exécutives, qu'on dit compétences cognitives, en fait, on peut les regrouper en 3 principales compétences. Il y a la mémoire de travail, le contrôle inhibiteur
et la flexibilité cognitive. En fait, ce sont toutes les façons, enfin, ce sont les compétences qui nous permettent d'agir de façon organisée pour atteindre nos objectifs. Voilà. Agir de façon organisée pour atteindre nos objectifs. Donc, si on va plus en détail, qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots? La mémoire de travail, elle nous permet de garder en mémoire les informations, de les organiser et de les planifier. C'est ça qu'il y a derrière la mémoire de travail. Le contrôle inhibiteur, lui, il nous permet justement d'inhiber les distractions pour rester concentrés. C'est ce qui nous permet en fait de contrôler nos impulsions, nos émotions ou nos gestes inappropriés pour se focaliser sur ce qu'on a à faire et atteindre nos objectifs. Et la dernière partie qui est cruciale, la flexibilité cognitive, qui nous permet d'être créatifs et d'ajuster nos stratégies en cas d'erreur. Donc, ces fonctions cognitives, ces fonctions exécutives, c'est pas rien parce que c'est véritablement le fondement de tout apprentissage. Et c'est ce que disent la plupart des experts justement en neurosciences, c'est que c'est véritablement les fondations biologiques de l'apprentissage. Tout apprentissage va se baser là-dessus. Et donc, c'est primordial de permettre à l'enfant de développer ça, de développer ses fonctions exécutives en le laissant justement expérimenter au quotidien. Et quand vous réfléchissez et quand vous regardez, ces choses-là, en fait, c'est les moyens pour n'importe quelle personne, donc bien sûr pour nos enfants, mais pour nous, adultes aussi, d'atteindre les objectifs que l'on veut dans la vie. C'est la mémoire de travail, c'est le contrôle inhibiteur et une partie qui me tient extrêmement à cœur parce qu'on passe beaucoup à côté, la flexibilité cognitive. Le fait de ne pas s'arrêter à une erreur, mais d'être créatif et d'ajuster nos stratégies en cas d'erreur. C'est ce qui, c'est ce qui fait en fait que vous allez pouvoir vivre la vie en accord avec ce que vous voulez vraiment. Et c'est ce qui va vous permettre de vous donner les moyens de créer la vie que vous voulez. C'est pas juste de l'apprentissage pour moi. Donc, comment accompagner le développement des fonctions exécutives? Comment répondre à ce besoin en fait d'expérience? Comme on l'a dit, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces fonctions exécutives, comme le développement comme le cerveau de l'enfant en fait, ça va pas se développer automatiquement. Les fonctions exécutives se développent si l'enfant reçoit l'environnement approprié. C'est pas automatique. Donc, pour pouvoir développer sa mémoire de travail, son contrôle inhibiteur, sa flexibilité cognitive, il faut pouvoir les exercer. Il faut pouvoir les exercer. Ça ne vient pas comme ça. Il va falloir justement les mettre en pratique au quotidien pour les construire. Et en tant qu'adulte et surtout en tant que parent, on peut être un soutien au développement de ces fonctions exécutives ou alors on peut être un véritable obstacle. Et être un soutien, ça veut dire quoi? C'est permettre à l'enfant de pouvoir s'exercer, comme on l'a vu. Mais ça veut dire quoi s'exercer? Ça veut dire lui permettre de faire seul. Il faut lui permettre de faire seul. Et malheureusement, on est beaucoup à ne pas permettre à l'enfant de faire seul pour plein de raisons mentalisées qu'on va voir après aussi. Donc ça, c'est une citation de Céline, justement, de Céline Alvarez. Elle dit « Les environnements favorables au développement de ces compétences sont ceux dans lesquels l'adulte amène précocement et progressivement l'enfant vers une autonomie de plus en plus maîtrisée.
En effet, lorsque nous encourageons l'enfant à faire seul, à se chausser seul, à ranger ses affaires seul, à se savonner seul ou à écosser des petits pois à nos côtés, nous l'aidons à exercer ses fonctions exécutives. Il doit atteindre un objectif précis et pour cela, il doit focaliser son attention, contrôler les gestes ou les émotions inappropriées, planifier ses actions et rester flexible en cas d'erreur. Donc c'est en faisant seul que l'enfant va construire tout ce dont il a besoin. Mais il ne s'agit pas de forcer l'enfant à faire seul. Il s'agit de profiter justement de l'élan de l'enfant quand il manifeste sa volonté de faire seul. C'est pas, j'insiste, c'est pas forcer l'enfant à faire seul. Il s'agit de l'encourager, il s'agit de lui permettre d'être à nos côtés. Il s'agit de le laisser être à nos côtés, nous accompagner dans les activités. Il s'agit de mettre en place l'environnement, mais il ne s'agit pas de l'obliger à faire seul et ne pas être à côté de lui. On va voir aussi plus tard, je pense que c'est dans le prochain live, justement le besoin de lien qui est en relation fortement avec ce besoin d'expérience. Voilà, c'est important de comprendre qu'il faut partir justement de l'autonomie qui est voulue par l'enfant, qui est manifestée déjà dès le plus jeune âge. Déjà à 1 an et demi, 2 ans, vous avez la fameuse phase du terrible two, qui est juste en fait une phase où l'enfant va demander à faire seul, à vouloir, il va entrer dans cette phase d'autonomie. Et c'est souvent, en fait, c'est terrible parce qu'il se confronte à la non-volonté du parent, justement, à le soutenir là-dedans. Alors, elle dit aussi quelque chose de très important. Il n'y a que lui, par sa propre activité, qui puisse construire son intelligence exécutive. J'insiste, il n'y a que lui, par sa propre activité, qui puisse construire son intelligence exécutive. On ne peut pas amener ça chez l'enfant, c'est lui qui l'a construit. On n'est que là en soutien. Mais déjà, c'est énorme de voir au quotidien ce besoin d'expérience être exprimé et d'être là au quotidien justement à le soutenir, c'est déjà énorme. L'adulte ne peut que l'encourager dès 3 ans à faire lui-même, et même avant 3 ans, hein, ce qu'il peut faire lui-même en l'accompagnant sans faire à sa place, en l'encourageant, puis en s'effaçant progressivement. Rien de plus. Nul besoin d'aller chercher des activités extraordinaires. À 3 ans, l'ordinaire est extraordinaire. Donc, dans le concret, ça veut dire quoi? Il faut laisser entrer les enfants dans notre vie. Avant d'avoir besoin de jouer, nos enfants ont besoin de partager nos vies. Et vous le voyez au quotidien, les enfants, ils sont toujours autour de nous, ils veulent toujours faire les mêmes choses que nous, en tout cas très souvent. Ils ont cette volonté justement d'interagir, d'apprendre de nous. Et c'est à nous, parents, alors maintenant vous allez le voir, que c'est ce besoin qui s'exprime à ce moment-là. C'est ce besoin d'expérience qui s'exprime à ce moment-là. Et c'est même plus que ça, c'est le développement, vous l'avez vu, du cerveau de l'enfant et de son intelligence qui se joue à ce moment-là. Alors, il faut montrer aussi à l'enfant comment faire, mais pas n'importe comment. Parce que on a tendance aussi à être trop dans la va-vite et pas forcément prendre le temps. Pardon. Laisser entrer les enfants dans notre vie, ça veut pas dire... Alors, ça veut dire avoir nos enfants à nos côtés, mais ça veut dire aussi ralentir le rythme pour rencontrer le rythme de son enfant. On ne doit pas s'attendre à ce que l'enfant soit à notre rythme. Et notamment quand on essaye, justement, quand l'enfant veut faire plein de choses, il faut comprendre il faut prendre le temps de lui expliquer les choses. Et d'ailleurs, dans la pédagogie Montessori, c'est l'un des fondements, et c'est ce qui est expliqué, c'est que à chaque fois qu'il y a une présentation, à chaque fois qu'on montre quelque chose à l'enfant, on prend le temps.
on prend le temps de faire les gestes. Voilà, présenter de façon exacte les gestes minutieux et les gestes lents. C'est-à-dire qu'on montre à l'enfant, on décortique visuellement à l'enfant comment faire pour faciliter les choses pour lui. Parce que sinon, c'est trop compliqué. L'enfant a envie de le faire, mais il faut quand même se mettre au niveau de l'enfant à ce moment-là. Ensuite, il faut présenter dans le silence. Pas la peine de mettre 300 000 explications, pas la peine d'essayer de tout rationaliser ou je ne sais quoi. Faites simple et faites dans le silence. Les gestes sont parleurs. Les gestes sont extrêmement parleurs justement pour les enfants. Et il suffit de gestes en fait. Bien sûr, vous pouvez apporter du vocabulaire. Il faut que ça soit du vocabulaire succinct. Il faut que ça soit quand même assez épuré. Et puis aussi, important, lui montrer comment détecter l'erreur. Parce que c'est une problématique dans le besoin d'expérience. C'est-à-dire que on ne veut pas, on est beaucoup à freiner les enfants justement dans ce besoin parce que on n'a pas envie de gérer le bazar qu'ils vont faire derrière. On n'a pas envie de gérer les erreurs qu'ils vont faire. OK? On va en parler juste après. C'est important de comprendre qu'ils sont dans un processus d'apprentissage et donc que l'erreur, ça fait partie de l'apprentissage. Et l'autre problématique, l'erreur aussi que l'on fait, c'est que on va, parce qu'on n'aime pas l'erreur, parce qu'on a un rapport nous-mêmes difficile par rapport à l'erreur, on va être dans le jugement et dans la critique par rapport à l'erreur. Mais l'enfant, ça va le décourager, ça va le démotiver. Lui fait les choses comme il peut et du mieux qu'il peut et il est en processus d'apprentissage. Il est OK pour aller vers un objectif à partir du moment où on n'est pas dans la critique et on n'est pas dans le jugement. Et donc, une façon de montrer à l'enfant que là, il y a une erreur, c'est de lui montrer justement comment lui-même peut voir l'erreur et pas d'être dans le jugement et dans la critique. Ensuite, ce que je disais, lâcher prise sur l'erreur. C'est hyper important parce que c'est un frein pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup de parents, pardon. Et c'est important, je le redis, mais un enfant qui apprend, c'est un enfant qui fait des erreurs. Si l'enfant ne fait plus d'erreurs en faisant une activité, c'est qu'il n'a plus rien à apprendre de cette activité. S'il ne fait plus d'erreurs en faisant une activité, c'est qu'il n'a plus rien à apprendre de cette activité. C'est déjà qu'il maîtrise tout. Donc, il y a plus rien à apprendre. S'il apprend, c'est justement parce qu'il fait des erreurs. Donc, on doit changer notre relation justement à l'erreur. Laisser l'enfant répéter. Bon, ça, en général, il n'y a pas trop de problématiques, mais je préfère le souligner parce que les enfants ont besoin de répéter. Justement, c'est en répétant que l'on maîtrise. Respecter l'enthousiasme et la motivation intrinsèque des enfants, parce qu'on l'a vu, les enfants, ils sont mus par ce besoin. Toute la biologie est là. Ils ont la volonté d'expérimenter, ils ont la volonté de tester, ils ont la volonté d'apprendre. Tout est là, l'enthousiasme et la motivation est là. Et c'est à nous, justement, de nous nourrir aussi de ça. Laisser l'enfant faire des activités challengeantes avec notre soutien. Voilà, parce que je pense les enfants ont de grandes capacités et que l'on sous-estime souvent, très très souvent. Donc, il ne faut pas hésiter à être challengeant. Et en effet, si on voit que l'enfant n'y arrive pas et si on voit que le fait qu'il n'y arrive pas, ça le frustre tellement que ça le démotive, alors là, oui, on peut changer notre posture, on peut adapter peut-être plus les choses. Mais voilà, il ne faut pas hésiter à être aussi, si un enfant veut planter un clou à 3 ans, même avant, c'est possible. Ils ont les capacités de le faire. Alors, en complément, j'ai mis là
que vous pouvez aussi proposer des activités de vie pratique inspirées de la pédagogie Montessori parce que ça permet de répondre pour beaucoup d'enfants aussi à ce besoin d'expérience, surtout pour les enfants de 3 à 5 ans. D'autant plus que vous avez sur justement le site de Céline Alvarez toutes les vidéos, fiches, enfin voilà, des vidéos complètes par rapport à la partie vie pratique de la pédagogie Montessori. Donc faire les transvasements, les cadres, vous avez plein de choses par rapport à ça. Voilà, que vous pouvez le faire, que vous soyez en instruction familiale ou pas en instruction familiale. Il y a déjà beaucoup de ressources par rapport à la vie pratique et en plus, c'est gratuit. Donc, elle balaye pas toute la pédagogie Montessori, mais sur la vie pratique, c'est très complet. Après, vous pouvez proposer bien sûr des jeux de société, des jeux de mémoire, des puzzles, de la couture, du tricot, voilà. Tout ce que vous voyez qui permet de travailler la mémoire de travail, le contrôle inhibiteur, la flexibilité cognitive. Voilà. Et puis, observez votre enfant. Vous voyez qu'au quotidien, il fait des choses justement qui sont là-dedans. Le jeu libre est extrêmement nourricier aussi pour ça. Pardon. Et pour les personnes qui veulent faire des choses un peu plus, entre guillemets, académiques, Céline aussi aborde la géométrie, la lecture, l'écriture, les mathématiques. Alors, je le mets là parce que nous, en tant qu'adultes, on le perçoit comme académique. Et souvent, on pousse les enfants à faire ça parce qu'on pense que c'est déterminant aussi pour la carrière et c'est signe d'intelligence, etc., même si ce ne l'est pas du tout. Mais les enfants ont un réel intérêt pour ça, selon l'âge, selon la phase de développement. Et Céline, justement aussi, propose un ensemble de vidéos par rapport à ça. Et ce que je note aussi, c'est que quand un enfant a un centre d'intérêt particulier, la géométrie, la lecture, l'écriture, les mathématiques, à partir du moment où aussi on va répondre à ce besoin, qu'on va lui proposer des activités justement qui nourrissent le besoin qu'il a, il va être, lui, nourri, beaucoup plus apaisé et le quotidien familial va être différent. Je le vois aussi parce que quand on passe à côté des intérêts de nos enfants, on se retrouve avec des enfants qui errent dans la maison et qui se retrouvent face à des choses pour lesquelles ils n'ont aucun intérêt. Et du coup, ils se retrouvent à faire n'importe quoi avec ces choses. Et du coup, nous, parents, on commence à s'énerver, on commence à... Voilà, vous voyez très bien de quoi je parle. On commence à être irrité, frustré, stressé du comportement de notre enfant et on ne voit pas en fait qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place justement pour qu'il ait quelque chose qui le nourrit. En tout cas, pardon. Ce que je note, c'est qu'à partir du moment où on nourrit la passion de l'enfant, les intérêts de l'enfant joue de manière structurée et que souvent, quand l'enfant joue de manière complètement déstructurée et commence à détruire des choses dans la maison et commence à être à un comportement où ça part dans tous les sens, c'est parce qu'on ne nourrit pas les intérêts et qu'on cultive pas ça à la maison. Voilà, donc je voulais vous préciser ça pour que vous puissiez observer ça chez vos enfants et peut-être mettre à jour les activités que vous proposez par rapport à ça. Et ensuite, c'est le besoin de lien qu'on verra dans le live suivant. Alors du coup, je ne sais pas, Rêve, si tu as des questions. Non, non, pas particulièrement. Enfin, peut-être que ça va me venir. J'ai pris quelques notes comme la dernière fois et je les relirai. Je discuterai avec mon mari en même temps. Et la dernière fois, on avait déjà eu une discussion fort intéressante à la suite du live. Donc, je verrai si là, il y a des questions qui émergent. Et au pire, je te les ferai savoir d'ici la Ok. prochaine fois. Oui, Voilà. ok. Ok, super. Bon, super, écoute, voilà, on a fait le tour. Ouais. Donc, si tu as des questions, il y a le groupe Facebook. Oui. Et voilà.